Dans la formation précédente, nous avons appris à établir les relations entre les tables d'une base de données MySQL. Ces liaisons sont fondamentales pour appliquer la règle de l'intégrité référentielle et permettre les mises à jour en cascade. Bref, nous assurons la sécurité des données et préservons leur intégrité. Cette base de données permet d'archiver les commandes des clients au travers de 4 tables, et c'est sur cette ossature que nous allons monter certaines applications. La première consiste à offrir une interface web permettant la mise à jour des stocks par le jeu des approvisionnements du magasin. Cette conception requiert de nombreuses sources que nous proposons de réceptionner comme toujours depuis le site bombache.fr. La décompression conduite au fichier de la page web principale, il est nommé index.php. Il s'agit de l'interface HTML destinée à gérer l'approvisionnement des stocks. Ce fichier est accompagné de certaines pages satellites à la racine et de ses ressources externes dans les sous-dossiers. Comme vous le savez, ce projet doit être référencé dans EasyPHP. Un nom doit lui être attribué et son adresse, issue de l'explorateur Windows, doit être renseignée. De même, les 2 serveurs HTTP et database doivent être démarrés. Dès lors, en cliquant sur le bouton Open du module MySQL Administration, nous accédons à l'interface de PHP MyAdmin. Si vous avez suivi la formation précédente, vous devez disposer de la base de données stock qui est composée de 5 tables, dont 4 sont reliées entre elles. Si vous ne la possédez pas, vous devez créer la base de données avec le nom stock et avec le système d'interclassement UTF-8 général CI. Et puis, vous devez importer dans cette base de données le fichier situé dans le sous-dossier BDD et qui se nomme stock.sql. De même, vous devez créer et associer le compte utilisateur exploité dans le fichier de connexion avec le nom gstock, le S majuscule, avec le mot de passe qui est identifié, comme vous le constatez dans ce fichier, le nom d'hôte, c'est-à-dire l'adresse locale. Bref, de retour sur notre interface d'administration, je vous propose, si ce n'est déjà fait, de déployer l'arborescence de la base de données stock et de cliquer sur le lien de la table article pour afficher son contenu au centre de l'écran. C'est cette table précisément qui va retenir toute notre attention pour le développement de l'application web destinée à gérer l'approvisionnement des stocks. Les produits du magasin y sont référencés de façon unique sur le champ article code de la clé primaire. Et c'est le champ article quantité que nous devons mettre à jour par le code PHP en fonction des approvisionnements. De retour sur l'interface d'EasyPHP, je vous propose que nous cliquions sur le lien de l'application pour accéder à sa page d'accueil. Si aucune erreur n'est générée, cela signifie que la base de données existe bien et que le compte utilisateur a correctement été créé. Sur cette interface, une liste déroulante HTML doit proposer à l'administrateur de choisir la référence à actualiser au chargement. Nous devons donc la remplir par le code PHP en fonction des références détenues dans la table MySQL article. Au choix validé, certaines de ces informations doivent être réceptionnées et affichées, comme par exemple la désignation du produit ou encore la quantité avant mise à jour. L'administrateur doit aller saisir la nouvelle quantité livrée et dès lors, après un clic sur le bouton, le stock doit être mis à jour en base de données MySQL et la nouvelle quantité doit être livrée dans le dernier champ. Nous devons donc questionner la table article par le code PHP. Il s'agit d'exécuter une simple requête SQL. Nous avions mis en œuvre cette technique, notamment dans la formation, pour relier des listes déroulantes sur une page web. Il est question de parcourir chaque enregistrement extrait à l'aide d'une boucle afin de reconstruire dynamiquement le contenu HTML de la liste déroulante. À la racine du dossier de décompression, je vous propose de cliquer droit sur le fichier principal, à savoir index.php, et dans le menu contextuel de choisir de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. À partir de la ligne 34, vous notez la présence
du formulaire HTML. La méthode de ce dernier est POST et la page appelée, comme vous le remarquez, se nomme repstock.php. Il s'agit donc d'un code à externaliser afin d'exploiter la technologie Ajax permettant de ne pas recharger toute la page web. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous souhaitons remplir la liste déroulante ref produit. Elle est bien déclarée dans ce formulaire grâce à la balise HTML select. Elle possède déjà une ligne, celle de la proposition, par défaut grâce à sa balise option. Ce sont ces balises que nous devons inscrire à la suite autant de fois qu'il existe de références articles dans la base de données MySQL. C'est pourquoi une section de code PHP vierge est prévue juste en dessous. Et précisément, je vous propose que nous commencions dans cette section en ajoutant les lignes nécessaires pour construire cette fameuse liste déroulante. Nous allons commencer par déclarer une variable que nous nommons judicieusement requête afin de mémoriser la syntaxe de la requête SQL qui n'est autre qu'une simple requête sélection, donc mot-clé select, et nous souhaitons en l'occurrence récupérer tous les codes articles qui sont présents dans le champ article code. Si vous voulez en avoir le cœur net, eh bien il suffit de revenir sur la table article dans phpMyAdmin. C'est bien sur ce champ que nous souhaitons réaliser effectivement la sélection article code. Donc, nous sélectionnons toutes les références sur ce champ from à partir de quelle table? À partir de la table article, donc selon la syntaxe SQL, et nous allons même en profiter pour ajouter un tri si d'aventure ces références étaient désorganisées sur ce même champ. Donc order by article code. Dans la foulée, nous devons exécuter cette requête sur notre base de données, et comme vous le savez, lorsqu'une requête est exécutée, elle renvoie des informations sous forme d'un tableau de variables que nous allons stocker à la volée dans une variable que nous nommons retour au pluriel. Et c'est donc la fonction PHP MySQLi query qui permet d'exécuter une requête sur une base de données identifiée par la chaîne de connexion, elle-même qui a été initialisée dans le fichier connexion.php sous le nom de variable liaison. Ces fichiers sont tous imbriqués dans la construction grâce à l'instruction PHP include. En premier paramètre de la fonction MySQLi query, donc, nous lui passons la chaîne de connexion de manière à ce que, notre fonction possède les identifiants nécessaires pour accéder à la base de données et qu'elle sache quelle est la base de données à attaquer. Et en deuxième paramètre, nous lui passons notre requête, celle que nous venons de construire, notre requête sélection, qui a pour vocation de récupérer tous les codes articles issus de la table article. Suite à quoi nous engageons une boucle while afin de parcourir l'ensemble des enregistrements restitués pour chacun d'entre eux, être en mesure de récupérer les informations de champ. Ici en l'occurrence, il n'y en a qu'un. Nous allons pour ce faire stocker l'information de champ à chaque passage dans la variable retour en exploitant, comme nous l'avons compris et appris à maintes reprises, notre fonction MySQLi fetch array qui porte bien son nom array. Cela signifie qu'elle va tout simplement décomposer en tableau de variables la variable que nous lui passons en paramètre retour, qui est tout simplement l'information retournée par l'exécution de notre requête sur la base de données, afin que nous puissions précisément accéder aux informations de champ par leur nom. N'oublions pas, bien entendu, de borner notre traitement récursif pour que, à l'intérieur, nous puissions construire dynamiquement le contenu donc de notre liste déroulante, et pour ce faire, nous allons tout simplement concaténer des informations PHP dynamique et HTML statique par le biais de la fonction echo qui permet d'inscrire les informations en lieu et place, en l'occurrence effectivement dans notre balise select, juste en dessous de notre première balise option. Il s'agit
pour chaque référence article, eh bien, de rajouter une ligne à cette liste déroulante. Il faut pouvoir piloter chacune de ces valeurs. C'est pourquoi, eh bien, nous prenons soin de lui affecter son attribut value, qu'il faut concaténer, mais qu'il faut encadrer de simples cotes, car il s'agit d'une information textuelle, donc une simple cote touche 4 du clavier. Nous brisons le flux statique en fermant la double cote pour pouvoir concaténer avec les informations dynamiques issues de la base de données détenue dans notre variable retour à chaque passage dans la boucle, et nous questionnons en l'occurrence l'unique champ que nous avons sélectionné dans cette requête, à savoir article code, donc que nous passons bien en paramètres de notre tableau de variables retour pour son attribut value que nous reconcaténons pour reprendre la partie statique, donc avec une double cote, simple cote pour pouvoir encadrer cette valeur. Nous fermons notre balise option ouvrante que nous devons elle-même concaténer avec strictement la même information, mais qui cette fois-ci est destinée à l'affichage pour l'utilisateur sur l'interface web. Donc, point, retour, article code, et que nous devons de nouveau concaténer avec la partie statique qui consiste à fermer la balise option de notre liste déroulante. N'oublions pas les doubles cotes pour terminer notre construction. Je vous propose à ce stade que nous réalisions les premiers essais en enregistrant les modifications par CTRL S par exemple, et en revenant sur la page d'accueil de notre interface web. Dès lors, la touche F5 du clavier permet de la rafraîchir, et si nous déployons la liste déroulante, comme vous le remarquez, toutes les références issues de la table article ont parfaitement été réceptionnées. Pour remplir notre liste, l'administrateur n'a plus qu'à désigner celle qu'il s'agit d'approvisionner. Il est important de comprendre, même si nous l'avons déjà dit, que nous avons pu directement exécuter une requête SQL sur cette base de données grâce à l'initialisation de la chaîne de connexion dans le fichier connexion.php qui est bien déclaré dans la construction par imbrication. Pour restituer ensuite la désignation et la quantité du produit, nous devons exécuter une nouvelle requête SQL, mais avec closeware cette fois. Cette clause doit porter sur la référence de l'article désigné pour isoler les informations de son enregistrement. Ce code doit être déclenché au choix dans la liste déroulante. Il doit être exécuté dans la page externe repstock.php appelée, souvenez-vous, à soumission du formulaire comme l'indique son attribut action. Et c'est la fonction JavaScript récoltée placée en en-tête de code qui doit se charger de réceptionner la valeur du traitement. Elle exploite des propriétés et méthodes issues de la classe ajoutée en référence dans le fichier en-tête.php. Et cette classe est issue du fichier prototype.js qui est situé dans le sous-dossier JS du dossier de décompression. Tous les éléments nécessaires sont donc déjà déclarés et imbriqués. Nous avions en effet démontré cette technique dans la formation PHP pour relier des listes déroulantes. Mais ce fichier externe est amené à réaliser deux traitements différents. Il peut s'agir en effet de la récupération des informations d'une référence au choix de l'une d'entre elles dans la liste. Il peut aussi s'agir de la mise à jour des stocks au clic sur le bouton. Nous devons transmettre un paramètre qui identifiera de façon explicite le traitement à entreprendre. Et pour cela, nous avons besoin d'une petite zone de saisie masquée pour porter la valeur. C'est pourquoi dans le formulaire, et plus précisément sous la liste déroulante, pourquoi pas, je vous propose que nous ajoutions un contrôle input de type texte. Et tant qu'à faire, puisque certains sont déjà présents, eh bien, je vais prendre soin de réaliser un copier-coller et de l'adapter. Donc, juste en dessous de notre liste déroulante, nous ajoutons une zone de texte dont la vocation est de pouvoir transmettre un paramètre qui va identifier de façon explicite
l'action à entreprendre pour le traitement serveur. Nous proposons, par exemple, de l'identifier sous le texte tampon et de lui attribuer exactement le même nom. Cet attribut name, comme vous le savez, permettra de le piloter par le code serveur, tandis que l'attribut ID permet de le piloter par le code client JavaScript. Et nous le disions, nous souhaitons que cette zone de texte soit masquée. C'est pourquoi dans sa propriété style, nous réglons son attribut visibility sur hidden visibility hidden donc. Désormais, au changement de valeur dans la liste déroulante, le traitement serveur doit être appelé juste après avoir inscrit le paramètre de traitement dans la zone de texte. C'est pourquoi je vous propose que dans la liste déroulante, qui est juste au-dessus, nous ajoutions son gestionnaire d'événements, onChange, qui porte bien son nom. Cela veut dire qu'il va déclencher les actions que nous allons lui passer au moment où effectivement l'utilisateur, l'administrateur, effectue un changement de sélection de référence dans cette liste. Dans un premier temps, nous souhaitons inscrire un paramètre dans cette liste déroulante. Et souvenez-vous, nous l'avions exploité à maintes reprises dans nos formations JavaScript. C'est la méthode getElementById de l'objet document qui permet de pointer sur un contrôle HTML dont le nom lui est passé en paramètre comme tampon ici, et pour accéder à son contenu, nous exploitons sa propriété value, en l'occurrence que nous allons ici renseigner du paramètre récup. C'est arbitraire, c'est pour nous récup. Cela signifiera que nous souhaitons réceptionner les valeurs correspondant au code article désigné depuis la liste déroulante. Et dans la foulée, nous appelons le traitement serveur, là aussi comme nous l'avions appris, tout simplement en invoquant la fonction JavaScript récoltée, celle précisément qui met en jeu les technologies Ajax. Très bien, donc petite vérification tout de même qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe à ce stade, car vous savez que la casse chameau, camel case, est très importante en JavaScript avec le E majuscule, le B majuscule et le I majuscule, les simples codes pour encadrer les informations textuelles, le point-virgule pour séparer les actions, les doubles codes pour encadrer notre gestionnaire d'événements onChange. À la racine du dossier de décompression, désormais, je vous propose donc que nous cliquions droit sur notre fameux code externalisé, à savoir repstop.php, que nous l'éditions avec notre Notepad. Vous notez la présence d'un code PHP existant, il permet d'initialiser la connexion à la base de données. C'est ainsi que nous pourrons exécuter les requêtes SQL, et à l'issue, nous prendrons soin, bien entendu, de laisser fermer cette connexion pour libérer les ressources. Avant cette fermeture, précisément, nous devons réaliser le traitement serveur. Ce traitement PHP est conditionnel. Si le paramètre transmis est le texte récup, celui que nous venons de saisir, nous devons exécuter une requête sélection pour restituer les informations liées à la référence sélectionnée dans la liste déroulante. Sinon, nous devons exécuter une requête SQL de mise à jour, update, pour actualiser les stocks de la référence choisie. Et comme vous le savez, c'est l'instruction PHP post qui permet de réceptionner les valeurs transmises issues des contrôles HTML encapsulés dans le formulaire. Donc je vous propose que nous débutions notre instruction conditionnelle, et comme il est de coutume désormais, dans sa zone de critères, nous exploitons la fonction i7, car le premier réflexe, avant d'entreprendre toute action, est de savoir si ce paramètre existe bien. Grâce donc à notre instruction post, nous allons tout simplement lui passer le nom du contrôle dont nous souhaitons connaître l'existence. En l'occurrence, nous l'avons appelé tampon i7. Est-ce qu'il existe bien? Et dans le même temps, s'il existe bien, est-ce que son contenu n'est pas vide? Il s'agit d'un double critère qui est usuel désormais. Est-ce qu'il n'est pas vide? Et surtout, est-ce que son paramètre est bien le texte récup? Si le paramètre qu'il renferme le texte récup, nous savons que nous devons enclencher une requête sélection pour réceptionner les informations
liées à la référence choisie else dans le cas contraire. Donc nous prévoyons bien les branches de notre instruction conditionnelle. Dans le cas contraire, nous savons que nous devrons enclencher une requête update pour réaliser la mise à jour de la référence selon la quantité renseignée. Dès lors, donc, et dans un premier temps, dans la branche if de l'instruction conditionnelle, je vous propose que nous ajoutions le code PHP permettant de réceptionner ces valeurs. Et comme précédemment, nous déclarons une variable requête locale ici, donc reconnue seulement dans ce fichier, qui va mémoriser notre syntaxe permettant de récupérer toutes les informations liées. C'est donc une requête sélection, select, et puis comme vous le savez, le symbole de l'étoile qui permet tout simplement de désigner tous les champs pour ne pas être obligé de les énumérer les uns à la suite des autres. Cette sélection, nous la réalisons from à partir de la table article, mais nous ne récupérons pas tous les enregistrements, nous voulons récupérer seulement les informations qui correspondent à la référence sélectionnée depuis la liste déroulante dans notre page web principale. C'est pourquoi nous ajoutons une clause where, tant qu'à faire, c'est la syntaxe SQL qui le demande. Prenez soin de bien saisir les mots-clés en majuscules. Et cette clause where, bien sûr, ce critère doit être posé sur le champ article code. Nous devons vérifier l'égalité avec la référence de l'article sélectionné. Cette référence est du texte, donc nous devons l'encadrer, même s'il s'agit d'une partie variable, de simple cote. Touche 4 du clavier, nous brisons la partie statique pour pouvoir concaténer avec une partie dynamique qui consiste à questionner la valeur au moment de la soumission de notre champ, de notre contrôle qui se nomme, je vous le rappelle, refProduit, c'est le nom de notre liste déroulante. Donc c'est ainsi que nous le renseignons dans notre instruction PHP post qui réceptionne cette valeur à soumission du formulaire pour pouvoir vérifier ce critère, cette égalité, dans notre syntaxe SQL sur le champ article code. La syntaxe n'est pas terminée comme vous le savez, nous devons la terminer en finalisant la partie statique, point, donc pour concaténer. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'entre double cote, nous devons fermer cette simple cote qui encadre cette information textuelle. Dès lors, nous pouvons ajouter le point-virgule de la syntaxe SQL et nous fermons notre double cote pour terminer effectivement notre syntaxe globale. Ensuite, comme nous l'avons fait précédemment, nous pouvons exécuter cette requête SQL et tant qu'à faire, je vais me permettre pour ne pas avoir besoin de tout réécrire, de copier et coller ce que nous avons codé précédemment, sauf que, voyez-vous, ici, notre chaîne de connexion est identifiée sous le nom de variable liaison 2 et non plus liaison, c'est pourquoi nous l'adaptons. Mais néanmoins, nous exécutons bien notre requête qui est toujours reconnue sous le nom de variable requête. Ici, cette sélection ne va retourner qu'un seul enregistrement. Il n'est donc pas nécessaire de les parcourir tous par une boucle while. Un seul, grâce à la clause where sur notre champ de la clé primaire article code. C'est pourquoi nous allons tout simplement, dans la foulée, directement décomposer cette information en tableau de variables comme nous l'avons fait précédemment grâce à notre fonction PHP MySQLi fetchArray à laquelle nous passons la variable qui a mémorisé les informations retournées par l'exécution de notre requête sélection sur la base de données. Désormais, donc, nous pouvons accéder, grâce à notre tableau de variables ainsi déclaré et affecté à la volée, reconnu sous le nom retour, nous pouvons accéder aux informations des champs qui sont, je vous le rappelle, respectivement, si nous revenons sur la table, nous pouvons le constater, article désignation et article quantité. Donc, de retour dans notre code, nous allons construire une chaîne de caractères que nous nommons arbitrairement chaîne pour pouvoir la retourner au code appelant, celui de notre page principale. Nous allons concaténer dans cette variable les informations de cet enregistrement grâce à notre tableau de variables retour.
Donc nous lui passons dans un premier temps effectivement eh bien, le nom de champ article désignation. Attention de ne pas vous tromper dans l'orthographe parce que forcément la réception ne pourrait fonctionner dans la mesure où la correspondance ne serait pas trouvée, que nous allons concaténer avec un caractère remarquable, celui de la barre verticale par exemple. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour pouvoir ensuite, à réception, découper plus facilement cette information afin de la ventiler dans les contrôles HTML dédiés sur notre page web. Donc, dans notre variable chaîne, nous concaténons la désignation de l'article correspondant à la référence avec la quantité, le tout séparé d'une barre verticale. Et comme vous le savez, avec les technologies Ajax, nous allons exploiter notre fonction print pour retourner cette information au code appelant, en l'occurrence, à la fonction JavaScript récoltée. Je vous propose bien sûr d'enregistrer ces modifications et puis de revenir dans le code de notre page index.php. Dans le traitement Ajax de la fonction récoltée, je vais me repositionner correctement dessus. Nous devons réceptionner ces informations, mais fort logiquement, cette réception est une fois de plus conditionnelle. Si le paramètre transmis est le texte récup, nous devons découper l'information pour enseigner les contrôles HTML qui se nomment respectivement des produits et quantité produit AVT. Nous avons le quantité produit AVT ici et des produits ici pour la désignation. Donc dans le cas contraire, si ce paramètre n'est pas récup, il s'agit d'un approvisionnement de stock, donc nous devons actualiser l'information du contrôle qui cette fois-ci se nomme quantité produit APS. Souvenez-vous, c'est la propriété response text de l'objet transport qui permet de récupérer la donnée issue du traitement externalisé renvoyée par notre fameuse fonction print que nous venons de coder. Je vous propose donc que nous adaptions le code de notre fonction en nous plaçant juste après son accolade ouvrante, celle de son gestionnaire d'événements, pour ajouter effectivement un traitement JavaScript conditionnel. Et en l'occurrence, eh bien ici, je vais me contenter de prélever des fragments de code existants puisque l'objectif est d'émettre un test sur notre contrôle tampon par le code JavaScript getElementById donc, et en l'occurrence ce contrôle se nomme tampon, c'est ainsi que nous l'avons nommé. Nous souhaitons nous assurer ou vérifier que la valeur qu'il porte au moment de la demande est bien le paramètre récup, c'est du texte, donc entre cotes bien entendu, et nous fermons la parenthèse de notre zone de critères, le double égal pour l'égalité du critère, je vous le rappelle, bien entendu, et d'ailleurs, je voudrais juste m'assurer que ici, voilà, nous l'avons bien, puisque ce sont des petites erreurs de syntaxe qui peuvent surgir lorsque nous allons trop vite, ou bien que nous commentons le code par la même occasion. Nous allons en profiter pour borner les branches de notre instruction conditionnelle, dans le cas où effectivement ce paramètre est bien celui de la récupération, et dans le cas contraire, cela signifie qu'il s'agira, comme nous le disions, d'effectuer l'actualisation, c'est-à-dire la mise à jour du stock. Et donc, dans le cas où il s'agit de récupérer ces informations, nous avons transmis, comme nous l'avons codé, eh bien, ces informations de champ, désignation et quantité séparées d'une barre verticale. C'est pourquoi nous devons découper dans un tableau de variables JavaScript que nous déclarons à la volée, nous le nommons tab info arbitrairement, var tab info égale quoi? Alors nous savons bien sûr que c'est la propriété response text de l'objet transport tel que nous l'avions appris qui permet de réceptionner ces informations transmises, donc la variable chaîne que nous allons découper, méthode JavaScript split que nous avons elle aussi exploitée à maintes reprises sur le caractère remarquable que nous lui passons en paramètre, en l'occurrence, comme nous l'avons identifié, la barre verticale entre cotes bien entendu. Et dès lors, nous obtenons un tableau
de variables qui est constitué seulement de 2 rangées. Sur la première, il y a la désignation et sur la seconde, il y a la quantité. Nous accédons aux informations de nos contrôles HTML comme toujours grâce à la méthode getElementById de notre objet document. Faut-il encore adapter les noms de ces contrôles? Le premier, nous l'avons vu, se nomme DesProduit. Nous souhaitons affecter son contenu propriété value de l'information restituée découpée qui se trouve dans la première rangée de notre tableau tab info. Pour accéder à sa première rangée, eh bien, comme vous le savez, c'est l'indice 0. Et à la deuxième rangée, eh bien, la deuxième rangée correspond à l'indice 1. Et il s'agit donc de la quantité que nous devons forcément, eh bien, ranger dans le contrôle qui est dédié et dont le nom est un peu plus compliqué. Alors, je vais faire attention de ne pas commettre d'erreur de frappe. Quantité, produit, ce sont des underscores, et AVT pour avant, c'est-à-dire avant mise à jour, si d'aventure nous entreprenions effectivement une actualisation des stocks. Dans le cas contraire, pour l'instant, nous préservons la ligne telle qu'elle existait. Eh bien, nous reviendrons dessus lorsque nous aurons produit le code serveur pour justement cette actualisation. Il s'agit, eh bien, désormais, je vous propose de tester les modifications et leur impact. C'est pourquoi nous enregistrons de nouveau CTRL S. Nous revenons sur la fenêtre de notre navigateur que je vous propose de rafraîchir par la touche F5 du clavier et puis de choisir une référence dans la liste déroulante. Et comme vous le remarquez, la désignation et la quantité rattachées au produit sélectionné sont instantanément récupérés et restitués sur la page HTML dans leur contrôle respectif. De plus, grâce à la technologie Ajax, le traitement est réalisé sans recharger la page web. Les mises à jour sont donc chirurgicales. Alors, vous voyez que à chaque fois que l'on change de référence, eh bien, nous pouvons remarquer que et la désignation et la quantité avant mise à jour sont bien rapatriées et affichées dans les contrôles. Nous devons maintenant traiter le cas de l'approvisionnement du stock pour la référence sélectionnée. L'administrateur choisit donc cette référence, saisit la quantité à ajouter au stock et valide en cliquant sur ce bouton. Ce clic doit d'abord saisir un autre paramètre, cela va de soi dans le contrôle HTML masqué, puis il doit appeler le traitement serveur, soit la fonction récoltée. Donc c'est on va dire, des techniques similaires aux précédentes. Ce traitement serveur, en revanche, doit exécuter cette fois une requête SQL de mise à jour, soit une requête update, pour ajouter, ou plutôt actualiser, la quantité inscrite dans la table MySQL. Je vous propose donc que nous revenions dans le code de notre fichier index.php et que nous ajoutions le gestionnaire d'événements dans la balise HTML de notre bouton qui est situé en bas du formulaire. Vous voyez qu'il se nomme valider. Donc ce gestionnaire d'événements, bien sûr, c'est le onClick, puisque nous devons déclencher des opérations au clic sur le bouton. Et dans un premier temps, il s'agit bien sûr d'inscrire un paramètre dans notre contrôle qui se nomme tampon, que nous avons créé précédemment. Comme toujours, je me propose de copier et coller des fragments de code qui existent déjà pour les adapter. Au clic sur ce bouton, donc, eh bien, nous devons changer la valeur de ce paramètre pour indiquer au traitement serveur qu'il ne s'agit plus de réceptionner les informations correspondant à la référence de l'article, mais précisément ici, avec le texte maj, qui sera donc différent de récup, eh bien, de pouvoir enclencher notre requête update. Donc, nous changeons le paramètre transmis, et puis nous appelons le code externalisé par le nom de la fonction JavaScript récoltée. Je vous propose bien sûr d'enregistrer les modifications et de basculer dans le code de notre fichier repstock.php. Il s'agit cette fois-ci de nous soucier de la branche else, c'est-à-dire lorsque le paramètre transmis à soumission du formulaire n'est pas récup. Effectivement, la requête que nous devons exécuter cette fois-ci est effectivement une requête update. Néanmoins, je vous propose
de copier et coller les deux premières lignes, moyennant une adaptation bien entendu en commençant par la syntaxe de la requête SQL. Il s'agit, comme nous le disions, d'une requête update. Nous souhaitons mettre à jour update. Quelle table suit donc le nom de la table? Update article. Et comme vous le savez, nous devons ensuite exploiter le mot-clé set pour pouvoir tout simplement établir les nouvelles valeurs des champs pointés. Le champ pointé, en l'occurrence, quel est-il? Il s'agit d'actualiser les stocks. Donc, il s'agit du champ article quantité. Nous souhaitons ajouter à l'actuelle valeur celle qui est renseignée dans le contrôle HTML issu du formulaire. Donc, égal à quoi? Égal à sa propre valeur article quantité plus la valeur inscrite par l'administrateur que nous devons concaténer avec cette effectivement donnée dynamique. Et cette fois-ci, bien entendu, vous voyez, nous prenons soin de supprimer les simples codes car il ne s'agit pas d'un texte, il s'agit bien d'une valeur numérique. Si nous conservions les simples codes, nous ne pourrions pas réaliser l'addition, on ne peut pas faire d'addition avec des textes. Ce contrôle HTML se nomme quantité produit. Donc forcément, nous pointons dessus par son nom pour récupérer sa valeur afin de réaliser la mise à jour sur le champ correspondant dans la base de données. Mais attention, il faut ajouter une clause where, car en l'état, s'il n'y a pas de clause where, nous allons actualiser ce champ pour tous les enregistrements, et nous souhaitons le faire seulement, bien entendu, pour l'article qui est en cours d'approvisionnement, qui est désigné par l'administrateur par le biais de la liste déroulante. Where, article code, donc, puisque c'est le nom du champ de la clé primaire, est égal à la valeur désignée depuis le formulaire. Et en l'occurrence, vous voyez, nous pourrions conserver exactement notre même clause where ici. Donc, je vais simplement me permettre, comme souvent, de réaliser un copier-coller et de vérifier dans la foulée que notre syntaxe est correcte. Nous réalisons une mise à jour de la table article pour le champ article quantité, auquel nous ajoutons la valeur numérique saisie depuis notre formulaire HTML, mais pour la référence where article code correspond bien à la référence du produit désigné par l'administrateur par le biais de la liste déroulante, et notre syntaxe est parfaitement ponctuée, donc dans la foulée, comme toujours grâce à la fonction PHP MySQLiQuery, nous pouvons exécuter notre requête update sur notre base de données par le biais de notre chaîne de connexion passée en premier paramètre. Et forcément, si notre update, notre mise à jour fonctionne, il n'y aura qu'une seule ligne affectée du fait de notre clause where. Donc, c'est pourquoi nous pouvons tester dans une instruction conditionnelle tout simplement la valeur dans notre variable retour qui réceptionne le traitement de notre requête mise à jour. Et donc, si cette valeur est 1, cela signifie simplement que la mise à jour a eu lieu. Dans le cas contraire, cela signifie que un problème est survenu. Dans le cas où effectivement cette mise à jour est un succès, nous allons retourner une indication au code appelant cet arbitraire, par exemple le texte OK, grâce, comme précédemment, à notre fonction print. Et dans le cas contraire, nous allons retourner une autre information, par exemple NOK pour non OK, ce qui signifiera effectivement que la mise à jour n'a pas pu se produire. Remarque importante, en amont dans la page index.php, il serait intéressant de tester si la valeur saisie est bien numérique pour ne pas enclencher le traitement serveur inutilement. Nous avions d'ailleurs proposé une formation JavaScript pour tester les valeurs numériques, mais dans tous les cas, puisque le champ de réception dans la base de données est typé comme un entier, si une information textuelle lui est passée, la requête de mise à jour échoue. À ce titre, nous retournerons bien l'information nécessaire pour le traitement en aval, c'est-à-dire NOC, et donc aucune actualisation ne sera entreprise.
Je vous propose donc, nous allons revenir sur notre fichier de code que, premièrement, nous enregistrions les modifications par le raccourci clavier CTRL-S et puis que nous revenions sur notre page index.php et plus précisément dans les bornes de notre fonction de réception, à savoir notre fonction récoltée dans la branche L, celle de la mise à jour. Effectivement, la première chose à faire est un test qui consiste à savoir si la valeur retournée est bien l'information OK qui permettra de nous assurer que la mise à jour du stock s'est déroulée avec succès. Nous réceptionnons donc l'information transmise par notre propriété response-text. L'objectif est donc de savoir s'il s'agit bien du texte OK, c'est nous-mêmes qui l'avons défini, auquel cas, nous souhaitons en effet indiquer dans notre champ, je vous rappelle son nom, nous allons aller le vérifier dans notre code HTML, il se nomme quantité produit APS, c'est lui qu'il faut mettre à jour sur l'interface web pour apporter la confirmation à l'utilisateur. Vous voyez qu'il était déjà saisi, et donc cette valeur .value que nous avons déjà est égale à quoi? Elle est égale à la quantité que nous avions restituée avant mise à jour, plus la quantité saisie par l'administrateur. Néanmoins, nous allons prendre soin d'exploiter la fonction JavaScript parseInt pour forcer effectivement la conversion, on va dire, de ces zones de saisie en données numériques, dans la mesure où, par défaut, JavaScript considère qu'elles contiennent du texte. Une fois encore, il n'est pas possible de faire des opérations sur du texte, et en l'occurrence ici, nous souhaitons les additionner. Donc, nous souhaitons effectivement prélever la valeur dans la zone, le contrôle HTML qui se nomme quantité produit AVT, celle que nous avons récupérée, que nous souhaitons additionner. Donc ici, je vais me permettre de récupérer le code, vous voyez, par copier-coller, pour simplement adapter le nom du contrôle et qui se nomme effectivement quantité underscore produit. Tout simplement, c'est le contrôle HTML dans lequel l'utilisateur, l'administrateur aura saisi la quantité pour la mise à jour. Dès lors, écoutez, je vous propose que nous enregistrions les modifications, que nous basculions sur notre navigateur web, que nous rechargions la page en validant sa barre d'adresse car nous avions déjà réalisé un traitement serveur précédemment, que nous choisissions l'une des références, par exemple B007, la quantité avant mise à jour est de 60, nous pourrions par exemple saisir un approvisionnement de 12 unités supplémentaires et que nous cliquions sur le bouton valider la mise à jour et comme vous le remarquez, après le traitement serveur, la nouvelle quantité approvisionnée s'affiche dans le dernier contrôle HTML prévu à cet effet. Vraisemblablement, la mise à jour, la requête update, s'est donc réalisée avec succès puisque nous avons réceptionné le paramètre OK, si bien que nous avons pu déclencher le code JavaScript pour renvoyer cette information à l'utilisateur. Néanmoins, je vous propose que nous le vérifions en revenant sur notre interface de PHP-MyAdmin et plus précisément dans le contenu de notre table article et comme vous le remarquez, la quantité effectivement de notre référence s'est parfaitement actualisée, elle est désormais archivée dans la table de notre base de données. Notre code serveur PHP est donc totalement fonctionnel. Je vous propose néanmoins que nous corrigions à ce stade certaines imperfections résiduelles. Si après une mise à jour, et nous allons le constater visuellement, donc je reviens sur la page web, vous sélectionnez une nouvelle référence comme par exemple B01, vous remarquez que les anciennes valeurs stockées, comme par exemple la quantité en plus ou en moins ou la quantité après maj, sont conservées en mémoire. Il est donc préférable de réinitialiser leur contenu à chaque changement opéré dans la liste déroulante. De plus, il serait judicieux d'adresser un message de confirmation explicite à l'issue du traitement. En bas à droite de la page web, vous notez la présence de la mention par défaut réponse serveur.
elle est inscrite dans un calque, c'est-à-dire une balise div HTML, et pour que cette balise soit pilotable par le code, elle doit posséder un identifiant. Donc je vous propose que nous revenions dans le code de notre page index.php. Tout en bas, vous voyez effectivement cette mention, réponse serveur, et en effet notre balise div est basique ici, elle ne propose pas d'identifiant, donc eh bien, nous allons l'ajouter, id égale entre double quotes, par exemple, arbitrairement mais explicitement, msg réponse, afin que nous puissions inscrire des informations dynamiques à réception du traitement serveur directement en lieu et place. Donc ensuite nous remontons dans le code de notre fonction récoltée qui réceptionne les traitements serveurs externalisés, et je vous propose que nous réalisions des adaptations dans la branche if et dans la branche else. Tout d'abord, ici il s'agit, comme nous l'avons évoqué, de réinitialiser les informations qui sont conservées par défaut au changement de référence après une actualisation, en l'occurrence la quantité après mise à jour, que nous allons réaffecter sur une chaîne vide pour vider le contenu de ce contrôle, et nous allons faire de même avec le contrôle qui se nomme, je vous le rappelle, quantité produit, celui qui est destiné à recevoir la saisie de l'administrateur, que nous affectons là aussi à une chaîne vide. Et dans la branche else, forcément, puisque nous allons ajouter un traitement, je vous propose que nous ajoutions les accolades que nous n'avions pas prévues, pour la bonne et simple raison qu'une seule action jusqu'alors n'était entreprise. Il s'agit d'une subtilité ou d'une facilité de syntaxe que permet le JavaScript, mais pas seulement, d'autres langages bien sûr permettent exactement les mêmes simplicités de codage. Et nous allons aussi prévoir une branche else pour traiter le cas où le traitement serveur s'est mal passé. Ça veut dire que le paramètre tourné n'est pas OK, mais il serait en l'occurrence NOC. Il s'agit effectivement de pouvoir adresser un message de confirmation explicite à l'administrateur en cas de succès. Nous l'avons dit dans le contrôle HTML que nous venons de nommer MSG réponse. Attention, il ne s'agit plus cette fois-ci d'une zone de texte, mais d'un calque, et donc la propriété en JavaScript qui permet d'atteindre son contenu est, comme vous le savez, inner text, avec un T majuscule, et donc message que nous devons inscrire entre double quotes, cela va de soi. Par exemple, le stock a été mis à jour avec succès, Dans le cas contraire, bien entendu, dans ce calque d'identifiant MSG réponse, nous devons informer l'administrateur qu'un problème a empêché la mise à jour. On va se contenter ici d'un message basique, cependant explicite. Une erreur est survenue, et puis pour rassurer l'utilisateur, on va lui confirmer que le stock n'est pas impacté, puisque, comme nous l'avons expliqué, lorsqu'une erreur survient, cela signifie que la requête update a échoué, forcément que sa quantité n'a pas été modifiée. Une erreur est survenue, le stock n'est pas impacté. Nous avons bien borné notre instruction conditionnelle pour pouvoir effectivement parfaire notre application. C'est pourquoi, à l'issue, je vous propose comme toujours d'enregistrer les modifications, de revenir sur notre page web que nous réactualisons en validant la barre d'adresse. Nous pouvons choisir une nouvelle référence comme, on va peut-être changer un B09 avec une quantité différente. Nous avons un approvisionnement en cours de 3 unités supplémentaires. Nous validons cette mise à jour et vous constatez effectivement que la requête update fonctionne. Le message de confirmation est suffisamment explicite. Cette fois-ci, lorsque nous changeons dans la foulée de référence, vous constatez que les zones sont bien réactualisées, ce qui permet effectivement d'enchaîner les actions. Si nous tapons du texte comme nous le disions, forcément, une erreur survient, le stock n'est pas impacté, donc nous avons une application
web pour gérer l'approvisionnement dynamique des stocks en base de données MySQL qui, à ce stade, est parfaitement fonctionnel. Et de fil en aiguille, nous bâtirons le système complet de facturation avec gestion de stock. Voilà donc pour ce premier volet et ces démonstrations. J'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.